Bonjour, je suis Annabelle Ténez, la directrice d'abattoir. Bienvenue aux abattoirs dans le cadre de cette première journée du sommet de septembre qui est accompagnée par la saison Africa 2020. Ce forum est en écho aux expositions présentées dans notre institution et a pour thème Créer les archives de l'art. Il était une fois, il sera une fois. Nous avons le grand plaisir et l'honneur d'accueillir aujourd'hui Achille Mbembe avec nous dans le cadre de cette section du forum consacrée à l'écriture de l'histoire et à l'écriture de l'histoire de l'art et plus particulièrement aux archives. Et nous serons accompagnés par Evelyne Toussaint. Je vais vous présenter rapidement tous les deux et vous remercier et vous saluer pour être là. Bonjour à vous deux. Donc, Achille, vous êtes philosophe, politologue, historien. Vous êtes actuellement professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université de Witwatersrand à Johannesburg et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, je vais en citer quelques-uns rapidement, de la post-colonie, essai sur l'imagination politique dans l'Afrique contemporaine en 2000, Sortir de la Grande Nuit en 2010, Critique de la raison nègre en 2013, Politique de l'inimité en 2016 et je vais citer votre dernier ouvrage sorti l'année dernière en 2020. Evelyne, tu es professeure d'histoire de l'art contemporain à l'université de Toulouse-Jean Jaurès. Tes travaux portent notamment sur la fonction critique de l'art et ses implications géopolitiques. Et également, tu as beaucoup travaillé sur l'Afrique. On peut citer Africa Remix, une exposition en question en 2013. Ta contribution sur Jean Laude et une logique du décentrement dans le numéro critique consacré à l'art noir coordonné par Vincent Deben et Anne Lafont. Et tu diriges l'ouvrage postcolonial décolonial La preuve par l'art, qui est un projet mené conjointement par l'Université de Toulouse et le Musée des abattoirs. Aujourd'hui, nous avons invité Achille pour parler plus particulièrement de la question des archives, un enjeu fondamental dans l'écriture de l'histoire, et notamment par rapport à un texte qu'il avait écrit en 2002 sur les pouvoirs et les limites de l'archive. Donc, comment les archives peuvent-elles constituer une nouvelle territorialité, une communauté, mais aussi, ça nous interroge moi-même, je dois le dire, en termes de pratique. Le musée peut-il être ce lieu des nouvelles archives et l'art peut-il accompagner ces gens-là? Et bien sûr, nous devons faire le constat tous aujourd'hui de la différence du traitement des archives entre accès et séparation, entre big data et également archives précaires ou fragiles dans le cadre des nouvelles technologies qui nous accompagnent. Et donc, nous allons être ravis d'écouter Achille revenir sur ce texte fondateur de 2002 sur comment reconfigurer l'archive et aussi ce qu'il en a comme expérience aujourd'hui, presque déjà 20 ans plus tard. Et donc, je vais laisser Evelyne, merci d'avoir accepté notre invitation également, lancer ce dialogue entre vous deux. Merci à vous et bonne écoute de cette conversation. Merci Annabelle. Achille, vraiment, c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous ce matin sur ces questions d'archives. Je crois que Annabelle faisait référence à un article qui avait été publié dans un ouvrage collectif sur la question d'archives, mais que finalement, dans vos travaux, beaucoup de choses, beaucoup d'idées reviennent sur cette question-là d'une manière ou d'une autre. Alors, très spécifiquement, dans le cadre de cet article, vous aviez mené une réflexion sur les archives dans un contexte précis qui était celui de la transformation de l'Afrique du Sud après la sortie de l'apartheid. Et ma première question, ce serait celle-ci. Finalement, qu'est-ce que vous avez pu en faire? Qu'en est-il résulté? Est-ce que ce travail sur les archives que vous avez mis au jour, qui n'avaient jamais été exploitées, ce travail a-t-il permis de créer de nouveaux espaces partagés? A-t-il permis de mettre en place des espaces de réflexion et des espaces également d'enseignement et de diffusion? D'abord, merci Evelyne, je suis ravi de vous retrouver ici après plusieurs années. J'étais rencontré, vous me le rappeliez il y a un moment, à Marseille, il y a quelques années. Peut-être devrais-je commencer par dire un mot sur les conditions dans lesquelles j'ai été amené à écrire ce texte, qui a beaucoup circulé en langue anglaise parce qu'il a été traduit en anglais, mais dont comment dire, le destin en langue française a été plutôt court. Bref,
J'étais étonné qu'aux abattoirs, ils aient choisi ce texte comme objet de notre discussion. C'est vous dire que d'abord, il n'a jamais été publié en français et qu'au fond, puisqu'il n'a jamais été publié en français, il a à peine fait l'objet de débats dans le monde d'expression française. J'ai moi-même fait la rencontre des archives lorsque j'étais étudiant. C'était au Cameroun, vers la fin des années 70, début 80. À l'époque, je menais une enquête historique sur la thématique de la mémoire nationaliste. Le Cameroun fut un des rares pays en Afrique subsaharienne où la demande d'indépendance s'appuya sur une véritable lutte armée. Il partage, disons, cette caractéristique avec l'Algérie. La différence étant qu'au Cameroun, la lutte anticolonialiste fut défaite et qu'en Algérie, elle fut suivie d'une victoire. Et donc, on s'est retrouvé au Cameroun dans une situation telle que, au fond, ceux qui réclamèrent l'indépendance furent défaits et l'indépendance fut finalement octroyée à des acteurs politiques locaux qui n'en voulaient pas du tout. Ils voulaient vivre sous la tutelle de la France, en l'occurrence. Il s'ensuivit donc, disons, un contexte où, puisqu'ils n'avaient pas voulu l'indépendance, mais qu'ils avaient hérité de la responsabilité de la gérer de toutes les façons, le rapport à la mémoire des luttes anticoloniales fut mécaniquement brouillé, à un point tel qu'il était interdit, au fond, de se souvenir de cette époque. Quand je dis interdit, je veux dire que du point de vue de la loi et du point de vue de la pratique du pouvoir d'État, c'était un crime de se souvenir de cette période, de citer les acteurs de cette période en public. Tout se passait comme si ces événements n'avaient pas existé. Et par conséquent, il n'y avait pas d'ouvrage écrit à ce sujet. Cela ne faisait pas l'objet de débats publics. Il n'existait, par exemple, aucune rue portant le nom de ces acteurs politiques. L'État gérait l'oubli. Alors, le paradoxe, c'est que moi, lorsque j'ai entrepris mes recherches, je ne me dirigeais pas tout de suite aux archives, parce que c'était dangereux. La mémoire de ces événements, elle avait été conservée par un certain nombre d'acteurs qui y avaient participé et qui étaient encore vivants et qui se la transmettaient, cette mémoire, par la voie orale. Et donc, je fus obligé d'aller chercher ce dont j'avais besoin auprès de ceux et celles-là, dans les archives orales. Et donc, lorsque j'écris ce texte, il y a à peu près 20 ans, j'essaie de solder pour moi-même cette question de la mémoire
de l'identité et des archives. Et des archives en particulier comme lieu non pas inexistant, mais comme lieu potentiellement inaccessible. Et c'est dans cet esprit que j'écris le texte. Je me rends compte à l'époque à quel point est-ce que l'acte historiographique en tant que tel a probablement pour fonction principale de ramener le mort à la vie, la fonction des archives dans un sens. Mais l'historien ramène le mort à la vie, je dirais précisément pour mieux le faire taire. Pour le faire taire en le transformant de sujet d'une parole autonome en cette espèce de support sur lequel il s'appuie pour parler et écrire à sa place. Je dirais au-delà d'un texte primordial. Et que donc il y a dans cet acte, ce geste historiographique, quelque chose qui participe, je dirais, d'un acte de dépossession, dans le sens où l'auteur premier, il est pratiquement mis au silence par devers l'opération qui consiste à interpréter ce qu'il a dit. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième, si vous me parlez de l'Afrique du Sud, c'est effectivement l'Afrique du Sud aussi. Le texte est écrit à Johannesburg, en Afrique du Sud, au lendemain de disons, tout le travail effectué ici par la Commission Vérité et Réconciliation. La Commission Vérité et Réconciliation avait été mise en place au lendemain de l'abolition de l'apartheid, dans le but justement de retracer les crimes qui avaient été commis sur la minorité blanche à l'époque où elle était au pouvoir, dans le but également de amener les bourreaux de l'époque à confesser ces crimes, à demander pardon, et tout ça dans le but de réouvrir, disons, les portes du futur à la société sud-africaine. Donc, à la fois programme politique et programme thérapeutique, si vous voulez. Où en est-on aujourd'hui? Je crois qu'il reste beaucoup de choses à faire, bien entendu. Il s'agit de mémoire traumatique, mais il se sera agi, la Commission Vérité et Réconciliation, d'un geste qui, à mon sens, aura accompagné l'Afrique du Sud dans sa sortie d'une longue période d'obscurité. Et donc, il reste, pour faire bref, un horizon d'espérance, mais une espérance qui est au-devant de nous et qui nous appelle et qui demande effectivement à être traduite en pratique dans la politique de tous les jours. Alors, en fait, vous revenez sur l'autorité des archives et l'autorité de ceux qui les réglementent et qui en ont les clés et qui sont à même de les détruire, d'empêcher que l'on y ait accès, mais également de les détruire. Et vous posez aussi ce double écueil
ce double danger, et ça c'est une pensée tout à fait neuve à ce sujet, dans ce que vous venez de dire, quant à l'autre risque, qui est celui de la dépossession. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que dans votre texte, justement, vous contestez l'idée de commémoration, en tant que la commémoration ne remet pas au jour et justement ne fait pas œuvre d'historiographie, mais au contraire entérine l'oubli en quelque sorte, entérine la possibilité de ne pas revenir sur vraiment les raisons fondamentales des drames. Or là, le rôle de l'historien, quand on parle d'historiographie, c'est plutôt justement dans l'idée d'une déconstruction qui mettrait au jour ce qui n'avait pas été admis, ce qui restait à comprendre, ce qui restait à faire savoir, l'information qui restait à en diffuser pour sortir de la tromperie, en fait, et de cette autorité. Est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que cet immense travail, à qui doit-il appartenir pour qu'il ne tombe pas justement dans cet écueil de dépossession? Oui, vous avez raison. Ce n'est pas le tout de l'archive, mais il me semble quand même que traiter de l'archive dans les deux situations que je viens d'évoquer, le Cameroun post-colonial et l'Afrique du Sud post-apartheid, ouvre la voie à la sorte d'interprétation que vous avez suggérée. D'un côté, le cas camerounais, l'archive ou les archives ont pour fonction principale de institutionnaliser l'oubli et de gérer l'oubli. Dans le cas sud-africain, les archives sont convoquées pour, dans le but de ouvrir la porte, je dirais, aux réserves de vie. Dans les deux cas, de toutes les façons, traiter de l'archive, c'est effectivement se mettre à la suite des traces que la vie a laissées. Il y a eu une vie, elle a laissé des traces, et on essaye de déchiffrer ces traces pour des buts, disons, présents. Je crois que la différence entre le Cameroun et l'Afrique du Sud, c'est que dans le cas camerounais, on refuse de interpréter ces traces comme un élément constitutif d'une dette que l'on doit à la vie de ceux qui sont venus avant nous et la vie de ceux qui viendront après nous. Il y a donc ce refus de dette. Or, on sait que la dette n'a pas seulement des fonctions expropriatrices. La dette a aussi ils ont une dimension constitutive. Il n'y a pas de communauté sans cet élément de dette, c'est-à-dire de réciprocité au regard de la vie. La plus grande dette étant effectivement la dette de vie. Et donc, le défi, c'est de savoir comment faire en sorte que les archives deviennent un élément clé dans ce cycle de transmission de
redistribution de la vie, si vous voulez. Et que habiter l'archive ne soit pas l'équivalent d'habiter un sépulcre. Voilà un peu le genre de questions que je me pose dans cet article, et je pense que ces questions gardent une pertinence dans le temps présent. Et quand vous parlez de reconstruire du vivant, en fait, hein, de redonner du commun, est-ce que vous le placez aussi, en fait, vous en parlez, mais peut-être pas dans ce texte, dans d'autres, vous le placez du côté d'un imaginaire qui serait un imaginaire social, un imaginaire partagé? Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec l'idée d'imaginaire tel qu'il avait été conceptualisé par Benedict Anderson, par exemple, cette question de communauté imaginaire ou imaginée? Et qu'en est-il justement de ce rapport au passé et de la construction du présent? Mais je crois effectivement que ça a un rapport tout à fait direct. C'est un rapport direct dans le sens où c'est peut-être un truisme, mais au fond, il n'y a pas d'identité sans mémoire. Or, dans le cas camerounais, je m'excuse de revenir constamment là-dessus, mais c'est pour quand même donner tout à fait. Dans le cas camerounais, manifestement, l'idée c'est qu'on peut effectivement construire des identités sans mémoire. C'est-à-dire des identités qui reposent sur l'oubli radical, sur le refus de la dette. Je pense, quant à moi, qu'il n'y a pas d'identité sans mémoire et que l'identité, évidemment, se prête à toutes sortes de définitions, mais elle est avant tout une affaire de conscience historique. Je pense que de manière générale, les communautés se façonnent une identité dans l'acte par lequel elles écrivent leur histoire. L'acte par lequel, ce faisant, elles cultivent et se forgent une mémoire sur la base de documents qu'elles conservent dans les archives, mais aussi sur la base des expériences communes que ces communautés rencontrent. En fait, expériences qui, puisqu'elles sont partagées, qu'il s'agisse d'expériences traumatiques ou non, puisqu'elles sont partagées, participent à la constitution d'un imaginaire commun. Et donc, cette exigence de faire mémoire de soi-même, exigence pour les communautés de faire mémoire d'elles-mêmes en reconstruisant en permanence des lieux hautement symboliques, chargés d'accueillir toutes sortes de choses, des monuments, des statues, des images, voire des reliques, l'invention des rituels, des commémorations publiques, tout ça fait partie effectivement de cette économie imaginaire, sans laquelle il n'y a pas de communauté, il y a des individus, mais ils sont reliés entre eux par rien du tout. Peut-être théoriquement, il peut exister des communautés de la séparation, mais pour le moment, historiquement, moi, je n'en connais pas. Oui. Et alors, dans tout votre travail, depuis tous les ouvrages dont Annabelle Ténez a rappelé les titres, en fait, vous travaillez là-dessus, finalement, sur reconstruire un imaginaire, mais qui ne serait pas un imaginaire nationaliste, ou identifié sur une identité simplement nationale, mais de le faire partager, de donner à savoir bien au-delà.
Et ce texte-là avait aussi de manière très condensée ce projet, me semble-t-il. Et d'ailleurs, ce serait formidable que les abattoirs puissent mener à bien la traduction à l'occasion de ces rencontres, de ce texte-là. Et de manière plus générale, aujourd'hui, je pense aux écrits de Paul Gilroy, par exemple, avec qui vous êtes en résonance ou en partage. L'idée, est-ce que ce n'est pas celle-là? Est-ce que ce n'est pas de faire que l'on puisse se comprendre et que l'on puisse partager du vivant et que l'on puisse partager du projet dans une certaine forme d'hybridité au moins intellectuelle et au moins de partage de mémoire? Oui, c'est cela le projet. Le projet, c'est de réimaginer ce que cela pourrait signifier d'être vivant, déjà. Parce que pour beaucoup de gens dans le monde dans lequel nous vivons, rester vivant est d'ores et déjà, disons, un exploit. Et donc, la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire de rester vivant. C'est quoi le vivant? C'est évidemment être capable de respirer. Et lorsque j'en appelle à la capacité de respirer, je fais évidemment référence à des choses très fondamentales, organiques, basiques, si vous voulez. Mais je fais également référence à la capacité de tisser des liens qui libèrent, de rentrer dans des formes de relations libératrices, que ce soit avec soi-même, avec les autres, avec lesquels nous partageons cette planète, ou que ce soit avec d'autres espèces. Je ne pense pas uniquement aux espèces humaines, à toutes les autres espèces. Mais être vivant, c'est aussi produire cette capacité particulière qu'est la capacité de créer des significations. Parce que je crois que, effectivement, pour que la création symbolique, si vous voulez, est ce par quoi une identité se crée, ce par quoi une identité perdure. Et qu'au fond, pour s'interpréter elles-mêmes dans le monde, les communautés humaines ont besoin de produire ces significations imaginaires. Et c'est ce qui me rapproche du travail de Paul Gilroy que vous évoquiez tout à l'heure, ou des travaux de Benedict Anderson sur, disons, la communauté imaginaire. Je crois que c'est le titre de son texte. Et alors, évidemment, dans tout ce que vous venez de dire, moi je suis historienne de l'art et vous êtes extrêmement concernée par la production artistique. Vous en parlez au fil de vos écrits et vous intervenez très régulièrement dans des musées, des artistes vous lisent. Comment est-ce que vous voyez cette place de l'art dans ce grand projet que vous évoquez?
Mais je crois que l'art est, disons là, c'est incontournable. C'est absolument incontournable. Et fait partie, en fait, l'art, il fait partie de ce que j'appelais tout à l'heure les réserves de vie. On y va, en tout cas, certains d'entre nous y vont parce que nous sommes convaincus que là se trouvent des réserves de vie. Et s'agissant de l'Afrique en particulier, je crois que c'est à travers la production artistique africaine, qu'il s'agisse des arts plastiques, qu'il s'agisse de la musique, qu'il s'agisse de la danse, des arts performatifs, lorsqu'on les étudie, on étudie cette production, et lorsqu'on garde à l'esprit, disons, ce qui n'a même pas encore été exploité, ce qui reste encore dans les archives. Lorsqu'on étudie tout cela, on se rend compte à quel point l'Afrique est, je dirais, deux choses. D'un côté, elle est une réserve de puissance. Moi, quand j'écoute les musiques africaines dites traditionnelles ou contemporaines, je me sens emporté et participer de ce rythme d'une puissance en réserve et d'une réserve de puissance. C'est deux choses. Je crois que si on aborde la production artistique africaine à partir de ces deux paramètres, réserve de puissance et puissance en réserve, on comprend par exemple comment chez nous, la question de la mémoire répond à, je dirais, un autre modèle anthropologique. Parce que dans le passé, par exemple, les procédures de remémoration en Afrique obéissaient, je crois, à des procédures qui sont encore absolument utiles pour la composition artistique. Par exemple, la mémoire était éprouvée et vécue. Elle était éprouvée et vécue, y compris corporellement. C'est-à-dire que le corps même, le corps était une archive. Dans le double sens de, disons, document corporel, mon corps est un document, et dans le sens de lieu qui abritait le document, dans ces deux définitions. La mémoire était aussi, comment dire, performée, c'est-à-dire qu'elle était dansée, elle était dramatisée, elle était théâtralisée. Par exemple, on faisait mémoire du passé en récitant les mythes ou en chantant des récits à caractère initiatoire, le port des grands masques, des fibres et autres objets à l'occasion de grandes fêtes ou de grandes funérailles, des choses, Evelyne, que vous avez vous-même observées. Tout cela faisait partie des actes mémorables. Je ne parle pas des autels ou des bois sacrés réservés aux ancêtres ou de certaines formes
de tatouage des corps. Mais le plus important, me semble-t-il, et je ne suis pas loin de la question que vous avez posée, qui est celle de l'art. Le plus important était que tous ces actes étaient étroitement dépendants des cycles écologiques et biologiques. Il n'y avait pas de séparation entre la question écologique, par exemple, et la question artistique. L'art faisait partie des actes écologiques. Par-delà nature et culture. Oui, absolument, absolument. Et donc, si on part de cette perspective aujourd'hui, en cet âge dit de l'Anthropocène, la combustion du monde, la crise climatique, la question de savoir si l'espèce humaine a un futur, si les choses continuent sur la lancée dans laquelle nous nous trouvons, je crois qu'il y a là un énorme... L'Afrique est un laboratoire dans lequel on peut puiser pour affronter ces grands défis d'aujourd'hui. Oui, je pensais, en vous écoutant parler, Achille, à un travail de Vincent Mécène, qui est un artiste belge, et qui avait retrouvé la trace d'un poète situationniste qui avait créé au Congo dans les années 60 un poème, et qui avait réactivé il y a 2-3 ans, en fait, un peu plus maintenant, ce poème avec de jeunes musiciennes à Kinshasa. Et c'était extraordinaire parce qu'on avait la réactivation et l'actualité dans des circonstances d'une protestation collective dans le même temps, mais aussi la trace de cette musique complètement hybride, c'est-à-dire sur un fond de rumba avec ses origines congolaises, mais aussi ayant transité par Cuba, étant revenu en Afrique, ayant transité par le jazz et le blues, enfin quelque chose de complètement mêlé. Et au départ, c'est parce que cet artiste a mis les doigts sur une archive qu'il a trouvée dans les fonds d'archives de Raoul Van Eyck, de manière tout à fait presque fortuite. C'est ça c'est très intéressant. En fait, moi j'adore aller au Congo. Congo, c'est vraiment une grande énigme, le Congo. Et celui ou celle qui un jour parviendra à déchiffrer l'énigme qu'est le Congo aura accès à un trésor dans tous les sens du terme, matériel, culturel, artistique, colossal. C'est le moins que l'on puisse dire. Mais ce que vous disiez me fait penser à je parle du Congo, mais je pourrais parler d'autres régions du continent. En fait, c'est des archives qui sont autour de nous. Il suffit d'écouter, de savoir écouter, de savoir lire, de savoir regarder, de savoir garder toutes nos facultés et nos sens en éveil. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout concourt à mettre en sommeil nos facultés, y compris nos capacités de sensation. Mais la notion d'archive dans le contexte africain, je dirais que c'est tout à fait proche de quelque chose que l'on pourrait appeler un vibratorium. Un vibratorium, c'est-à-dire ça vibre de partout, c'est ça l'Afrique. C'est un vibratorium. Et j'ai l'impression que une des raisons
pour lesquels le continent est un vibratorium, ces grandes villes, Kinshasa, Lagos, Johannesburg, Douala, Luanda, ainsi de suite. L'une des raisons, c'est que, disons, tient au fait que nous sommes ici face à des sociétés qui ont été marquées par l'oralité. Évidemment, je ne vais pas opposer complètement, d'une part, les sociétés de l'écriture et d'autre part, les sociétés de l'oralité. Mais il y a quelque chose dans les cultures de l'oralité qui autorise toutes sortes de possibilités que l'écriture clôt une bonne fois pour toutes, parce que l'écriture est systématique, ou en tout cas aspire à une certaine fixation, à une certaine systématisation. On peut évidemment écrire une phrase, la corriger, la recorriger, mais enfin, la pulsion de fixation, elle est là. Alors que dans les sociétés dites de l'oralité, la régulation de l'oubli est aussi importante que la conservation de la mémoire. Trop de mémoire, je dirais, entraîne des névroses. Trop d'oubli entraîne des névroses. Et donc la question pour les communautés ou les sociétés, c'est de savoir comment équilibrer ces deux choses. Comment articuler oubli et mémoire. Et les sociétés dites de l'oralité ont trouvé une manière de gérer cette tension, une manière au sujet de laquelle on n'a pas suffisamment réfléchi. Je ne veux pas dire que dans les sociétés de l'oralité, on ne savait pas accumuler ou stocker des connaissances ou des savoirs. Évidemment, on savait comment le faire. Ce n'est pas vrai, comme le prétendent certains, que dans les sociétés dites de tradition orale, ce n'est pas vrai que la mémoire sociale est toujours la mémoire de quelqu'un et qu'en tant que telle, elle est toujours soumise au destin personnel et à l'arbitraire d'un seul individu. Non, ce n'est pas vrai et beaucoup d'anthropologues l'ont démontré. Mais je pense quand même que dans les sociétés dites de l'oralité, nous sommes en face d'une autre anthropologie et de l'archive et de la mémoire et également de l'identité. Je dis cela parce que je crois que ce sont des sociétés du déchiffrement et de l'évocation. Et on le voit bien à partir d'un examen de leur technique mémorielle. Et d'abord, la notion de texte dans ces conditions ne se limite pas du tout au texte écrit. C'est-à-dire qu'à côté du texte écrit, nous disposons d'autres textes plus élastiques qui ne sont pas lus, qui peuvent être chantés. Et c'est la même chose s'agissant des archives, on en a parlé il y a un moment. Et donc, et je termine par là, je crois que l'intérêt ici, c'est que tout texte, toute archive est ici, par principe, en fait, la pièce d'une mosaïque. On a beaucoup parlé d'hybridité. Je suis de plus en plus convaincu que, bien entendu, il y a hybridité, il y a hybridation, mais je suis de plus en plus convaincu qu'au fond, les dynamiques fondamentales sont en rapport avec la composition des mosaïques.
et que, quelque part, composer des mosaïques, ce n'est pas exactement la même chose que l'hybridation. Et qu'en tout cas, dans notre contexte anthropologique et historique, l'idée de la composition des mosaïques nous permet de mettre le doigt sur quelque chose qui est beaucoup plus riche que, disons, les évocations caribéennes de l'hybridité. Je comprends. Alors, l'heure tourne, mais j'aurais encore deux questions en résonance avec tout ce que vous venez de dire. L'une concerne ce que peuvent faire les musées aujourd'hui en Afrique. Dans un contexte où justement il y a nécessité de prendre en compte non pas seulement les objets et non pas seulement des archives écrites, mais aussi des enregistrements en fait. Et du coup, ça m'amène à la deuxième question qui porte sur le numérique et les liens des archives et du numérique, avec cette question de la propriété, celle de la diffusion, celle de la sauvegarde aussi, que vous abordez dans des écrits récents et qui est tellement importante aujourd'hui pour l'Afrique, pour partout dans le monde, mais aussi pour l'Afrique. Mais c'est une question très compliquée. Oui. J'évoquais l'oralité. Figurez-vous, quelque part, je pense qu'il y a des accointances entre le numérique et l'oralité. Il faudrait travailler davantage sur ces accointances. Quelles sont-elles? Comment se manifestent-elles dans les structures fondamentales à la fois de l'oralité et du numérique? En fait, je pense que les sociétés africaines étaient numériques avant la lettre. Je pense qu'on peut sérieusement émettre cette hypothèse. Elles étaient numériques avant la lettre si on prend au sérieux le fait, par exemple, que dans ces sociétés, il n'y avait aucune structure sans variation. Ce n'est pas des sociétés du désordre, non, pas du tout. Il y a toujours une structure quelque part. Mais ce sont des structures qui sont conçues de manière telle qu'elles soient chaque fois capables d'accueillir des variations. Il y a là un élément de souplesse et de flexibilité qui n'est pas étranger, disons, au numérique. Si on prend les mots, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les vieillards dans le village de mon père lorsque j'y allais. J'aimais beaucoup écouter les vieillards. Et lorsque je réfléchis maintenant à ce que j'ai appris des vieillards, les mots des vieillards opéraient toujours à la manière des images. C'est-à-dire que la sorte de séparation que nous faisons entre le mot et l'image, ça ne valait pas pour eux. L'objectif pour eux était effectivement de mettre ensemble des mots et des images. En sorte que lorsqu'ils prononcent un mot, on ne l'entend pas seulement avec ses oreilles. Que le mot suscite une série d'évocations, produit une série d'images mentales et que les deux ensemble sont mis à contribution dans l'acte de la parole et dans l'acte de l'entendement.
dans le sens philosophique du terme. Et en fait, le mot est supposé susciter ou évoquer des images. Et un texte vivant est un texte qui fait place à l'imagination poétique, qui autorise des détails et dont la fonction est d'enrichir constamment l'information en suscitant constamment des images. Alors, comment on peut mettre tout ça dans un app ou dans une machine si on avait à faire ce genre de travail aujourd'hui? Produire une machine qui répond justement à l'opération que je viens de décrire. Produire une technologie, traduire en outil technologique, disons la sorte d'opération. De toute façon, il s'agissait en général guère de fixer quoi que ce soit. Or, le musée a prétention à fixer. C'est une des prétentions du musée, comme c'est une des prétentions de l'archive, de fixer quelque chose. Ici, au contraire, l'idée, c'est de partir d'une figure de base afin d'opérer chaque fois les variations permettant d'engendrer de nouveaux sens. Comment on peut imaginer un musée opérant exactement comme ça aujourd'hui? Je crois que c'est ça l'enjeu à la fois du numérique et l'enjeu de cette espèce de bibliothèque orale dont nous avons hérité, qui, au fond, nous permet d'inventer et de réinventer à peu près tout. Et donc, il ne peut pas être question sur le continent de transplanter le musée tel qu'il a été conçu en Europe. Ça ne veut rien dire du tout. Même chose pour qu'est-ce que cela veut dire d'exhiber. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion épistémologique sérieuse à conduire au sujet de tout cela que l'on a fini par prendre pour, disons, ne même plus questionner. On ne questionne même plus ça. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il est possible de réinventer la forme musée, le concept musée et tout ce qui découle de cela, en utilisant à la fois les technologies nouvelles, mais en les ancrant dans une ontologie, l'ontologie africaine, par exemple, dont je viens d'esquisser quelques lignes. Mais c'est un travail de longue haleine qui devrait être interdisciplinaire, qui devrait convoquer des historiens de l'art comme vous-même, des anthropologues et d'autres spécialistes. Oui, c'est un chantier pour l'Afrique, mais peut-être que c'est un chantier aussi pour tous les pays du monde, de repenser le musée et tout ce que vous venez de dire, du lien social, de l'imaginaire, de construire ce que l'on veut construire du monde. Non, c'est effectivement ce que j'avais à l'esprit. Il y a tellement de choses. L'Afrique est un laboratoire, en fait, où on peut effectivement trouver je ne veux pas dire des réponses, mais où, à travers l'écoute attentive, par ce biais, on peut apprendre à poser autrement les grandes questions qui nous assaillent et qui sont des questions planétaires, qui ne sont pas des questions régionales, même si effectivement il y en a, mais les grandes questions d'aujourd'hui sont des questions planétaires, c'est-à-dire des questions qui s'adressent à nous en tant que
communauté terrestre, si vous voulez. Et quand je dis communauté terrestre, j'y inclus évidemment les humains, mais aussi toutes les autres espèces du vivant. C'est cette conversation qu'il nous faut, disons, mettre en route. Nous ne pouvons plus aujourd'hui réduire la conversation en humains seulement, ou une partie seulement des humains. Nous avons besoin d'une conversation par-delà, disons, les différentes espèces du vivant. Ce pourrait être le magnifique mot de la fin. Nous sommes au bout du temps dont nous disposons. Donc, merci infiniment, Achille, et merci pour ce que vous venez de dire et qui ouvre de telles perspectives. Merci Evelyne, merci aux abattoirs. Cher Achille, chère Evelyne, vraiment, je voulais vous remercier pour cette conversation passionnante et pour ces derniers mots sur la conversation, sur comment on peut parler autour des archives, mais aussi comment on peut écouter et aussi comment on doit parler et écouter aussi avec le vivant dans son ensemble. Merci vraiment de clore ainsi cette session autour de écrire l'histoire et d'écrire l'histoire du monde dans sa globalité. Et donc, nous allons suivre avec l'œuvre sonore de Babisha Pancha qui s'appelle justement « Imagine que tu es dans un musée, qu'est-ce qu'on pourrait y entendre ?» Et justement, cette idée d'entendre et d'écouter le monde, elle était vraiment présente dans cette discussion. Et donc, je vous invite aussi, donc, après avoir écouté l'œuvre de Babisha Pancha, à nous rejoindre demain pour la suite du programme et une nouvelle série de conversations. Merci à tous pour votre attention et votre écoute.